Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Oh là là, les beaux gosses sont sortis. Alors, preview, way too early preview de Derrick Lewis contre Cyril Gane. Les deux hommes s'affrontent en main event de l'UFC 265 le 7 août prochain à Houston, dans le Texas, bien évidemment. Toyota Center pour la ceinture intermédiaire des lourds. Oui, mon cher Rust? Non, j'étais sur le point de faire une blague parce que ça aurait pu faire un parallèle avec MyProtein, qui est notre sponsor, avec la Way Too Early WHEY, mais en fait, elle n'est pas passée. Enfin, j'ai pas eu la bonne timing. tournure. Ouais, j'ai pas eu le timing de la tournure. Pas eu le bon timing. Alors, bien évidemment, ce combat pour le titre intérimaire se fait 3 mois après le titre, la victoire pour le titre de Francis Ngannou, et Polydomso avait un petit mot à dire par rapport à cela, parce que c'est vrai que le timing sur ce titre intérimaire a fait grincer quelques dents. Ah non, mais c'est clair. Alors déjà, premièrement, je crois que Déjà c'est la première... Et d'une, c'est la première fois qu'une de nos vidéos a été rendue obsolète aussi rapidement, parce qu'on a sorti une vidéo en disant bon, on arrête de parler de Cyril Gane pour quelques temps, on regarde juste un peu la suite. 1 heure après, la vidéo poubelle, quoi. C'est-à-dire, elle n'avait plus aucun sens. On dirait le même avec, tu sais, les Simpsons avec le gérant du bar qui revient, tu sais. Ah oui, mais c'est ça, mais putain, j'étais vert. Enfin bref. Alors pour après, ça, j'en veux à Dana White. non, déjà d'une. De deux, après, évidemment, tu vois, le problème, c'est que on peut avoir plusieurs avis sur une même question. Quand je me place du point de vue de la team MMA Factory Cyril Gane, je suis content qu'il ait ce title shot. Parce que honnêtement, moi, j'y croyais pas. Je me disais, bon, les gens vont encore gueuler par rapport à sa performance face à Volkov. Il va devoir ramer à mort. Et donc là, c'est cool. Il n'a pas pris trop de coups. Bon, éventuellement, il faut faire gaffe parce qu'avec l'accumulation de fatigue, l'accumulation d'entraînement, peut-être qu'il y a un risque à ce niveau-là. Il est dans le fief de Derrick Lewis, donc c'est encore une fois, il joue pas à domicile, c'est chaud. Mais tu vois, c'est cool, il a le title shot et puis la fortune sourit aux audacieux. Je comprends tout à fait pourquoi ça correspond à la mentalité de Fernand Lopez de prendre ce genre d'opportunité. C'est comme ça qu'il arrive à faire monter des mecs aussi rapidement, en fait. C'est quand même dingue quand l'espace de 3 ans de MMA, finalement, Cyril Gane se retrouve finalement dans un titre de champion intermédiaire. Donc pour ça, je suis très content et je ne remets pas du tout en cause la décision de prendre ce combat et tout. C'était le move à faire, surtout face à un combattant comme Derrick Lewis, qui, malgré tout son palmarès reste abordable. Mais, et là je me mets du point de vue de l'UFC, de sa façon de négocier avec les combattants, je n'arrive pas à suivre en fait cette façon de faire, en fait, de foutre le couteau sous la gorge des mecs. Et honnêtement, on a souvent cette discussion et à chaque fois, les gens viennent contre moi en disant mais non, mais tu critiques, mais l'UFC, franchement, sans Dana White, rien ne serait possible. Hein. Tu vois, genre des trucs comme ça. Merci bien, tu vois. Et super, tu vois, c'est super profond comme argument. Mais au-delà de ça, j'ai envie de dire, putain, Ngannou, il est champion depuis 3 mois. C'est un mec, on peut pas du tout lui reprocher d'être ennuyeux. Il met KO tout le monde. Donc, tu vois, tout le truc, il a une histoire incroyable. Enfin, je veux dire, c'est un truc, on pourrait faire 3 films sur sa vie à Ngannou. On pourrait même faire une vidéo La Sueur. Bah, d'ailleurs, oui, une vidéo spéciale faite par quelqu'un de séduisant, d'intelligent. Et ô combien spécial. Mais oui, c'est ça. Spécial. Mais non, donc du coup, tout le blabla que les mecs nous sortent à chaque fois qu'on dit que l'UFC abuse, tu sais, le truc, oui, mais il est trop ennuyeux, oui, mais il n'a pas de star power. T'as exactement la voix de Potatoes, c'est ouf. Mais c'est ça, mais parce que je les entends, tu vois, quand je vois ces commentaires-là, j'entends ce type de voix, tu vois, du mec, genre, merci Einstein, tu vois, il va chercher le truc, tu sais, genre. Mais là, c'est faux, parce que regardez, Ngannou, il a tout, il coche toutes les cases, et pourtant, parce qu'il refuse de faire un combat un mois, bon, après, il y a peut-être des informations qu'on n'a pas, il y aura peut-être d'autres trucs qui vont se dévoiler dans les mois qui suivront. Peut-être que mes propos seront à remettre, en fait, replacer dans le contexte si on a plus d'informations. Mais là, ce que j'ai l'impression, c'est qu'ils avaient un UFC complètement bancal en août. Fallait faire un headline qui a un peu plus de gueule. Et aussi, je pense aussi, un truc qu'on nous dit pas, c'est qu'à mon avis, Francis Ngannou, il demande du pognon, quoi. Francis Ngannou, il a vu, et moi, je suis 100% d'accord avec lui. J'ai défendu John Jones là-dessus. Je défendrai Francis Ngannou là-dessus aussi. C'est-à-dire, le mec... c'est sûr que pour lui, il ne doit pas très bien comprendre comment c'est pas la même chose, mais
je prends l'exemple parce qu'en fait, c'était lui qui avait fait un post Twitter là-dessus Mhm. en disant les youtubeurs gagnent je sais pas combien de Mhm. millions, nous on fait tout, on se combat, qu'est-ce qu'on doit faire de plus? Et c'était pendant la négociation. Donc je pense qu'à mon avis, ça doit lui tourner un peu dans la tête cette histoire. Et en plus, il avait la perspective d'un super fight avec John Jones. C'est outrement plus bandant qu'un combat avec Derrick Lewis qui lui rapportera 4 ou 5 fois moins. Donc je Qu'il a pense qu'à mon déjà avis, les fait en négociations. plus. Ouais, voilà. Et puis bon, à part si ce n'est laver l'affront, je pense que ça Ouais, compte c'est pour, ça. Francis Ngannou, mais ça compte quand même beaucoup moins que les bifetons et tout, tu vois, parce que Francis Ngannou, c'est un mec qui a connu la misère, les gars. C'est un peu un truc, un peu une position de riche de dire ouais, non, mais le pognon, c'est rien, le legacy, c'est cool. Tu vois. Non, attends, pour un mec comme Ngannou, il veut nourrir ses gosses et tout, il a tout à fait raison de faire ça. Enfin, ses gosses, quand il en aura et tout. Enfin, c'est une image, vous m'avez compris. Et donc, non, parce que les gens vont dire, bon, bref. Et, et donc, voilà, donc cette façon de négocier me rend malade, ça me fait de la peine pour Ngannou, je trouve que c'est vraiment pas cool ce qu'on lui fait. Et ça, en dépit du bonheur que j'ai pour Cyril Gane d'avoir le titre intérimaire, je trouve que c'est vraiment pas cool le coup. Et je vais être juste à 100%. Eh ben, on met souvent le blâme, moi-même, j'ai souvent cette erreur-là de mettre tout sur le dos de Dana White, qui a bon dos parce que c'est la figure publique. Mais en réalité, d'après ce que nous a sorti Ariel Helwani et d'après ce qui ressort de plusieurs interviews qui ont eu je crois, de Ronaldo Souza qui en parlait pour son combat contre Hermanson et aussi de John Jones qui en parlait justement de la perspective du combat contre Francis Ngannou, il y a un nom qui revient, quelqu'un qui est apparu finalement dans l'UFC avec la prise de possession de WMIMG, c'est le fameux Hunter Campbell, qui est le chef advisor et qui est aussi l'avocat de l'UFC. Et paraît-il, d'après ce que dit Ariel Helwani, c'est à prendre au conditionnel tout ça, parce que c'est les sources d'Ariel Helwani, que c'est vraiment lui qui a adopté cette stratégie de vraiment tout le temps menacer avec les titres intérimaires. Tu vois. De dire, ah, tu veux pas combattre, bon, bah, titre intérimaire. C'est pas ça le but d'un titre intérimaire. Un titre intérimaire, c'est quand le combattant ne peut pas combattre pendant des années et tout. C'est pas au bout de 3 mois parce que tu ne nous obéis pas, on met un titre intérimaire. Donc voilà, donc je décharge un peu Dana White. De toute façon, l'UFC, c'est pas un esprit de la ruche, c'est pas Dana White qui contrôle tout ça et qui prend toutes les décisions. C'est un business tellement énorme, donc forcément, il y a différents acteurs. J'attire votre attention sur Hunter Campbell. Je pense que c'est un nom qui reviendra de plus en plus souvent parce que même s'il ne donne pas d'interview et qu'il reste un peu dans l'ombre, c'est un peu l'éminence grise, hein, le Mais qui Richelieu revient de. déjà, hein, d'ailleurs. C'est Ouais. même Et là, Cameron Usman en a forcément, parlé. Ouais. ouais, bah forcément, parce qu'il prend de l'importance et je pense progressivement, Dana White, à un moment donné, il faudra bien qu'il rende la place à un moment donné. Et donc, il y a déjà finalement, on se rend compte que le processus de prise de décision à l'UFC, il est fait par plusieurs personnes, ce qui est logique hein, dans ce type de business. Donc voilà, donc je suis dégoûté pour Ngannou, je suis content pour Cyril Gane et Hunter Campbell, jeté à l'œil. Voilà, c'est ça. Damn. Voilà pour ce que je voulais en dire. Exactement. Oh Sinon, tout le my. reste est découvert dans votre vidéo. Donc, Oh me, oh my. Bien, maintenant, on va pouvoir se concentrer sur le sportif après la mise en garde de Polydomso. La planète MMA tremble. Alors, frémis. donc Derek Lewis, Cyril Gane. Personnellement, je pense que ça va être une promenade de santé pour Cyril Gane, qui est intelligent, qui ne fera pas les erreurs que les autres combattants font en affrontant Cyril Gane. Quand je dis les autres combattants, c'est ceux qui sont dans le niveau, on va dire, top 5, top 7 mondial. Je prends l'exemple de Marken, je prends l'exemple de Junior Dos Santos, qui n'était pas Prime Junior Dos Santos, qui n'était pas non plus Prime Marken, mais qui pourtant, à chaque fois, ont réussi à faire abandonner Derek Lewis, parce que tout simplement, Derek Lewis, quand on gère bien, et bah, ça se passe extrêmement bien pour les combattants. Et bien évidemment, regardez l'exemple de aussi Alexander Volkov. Sans son erreur de fin de combat, bah, il allait vers une décision unanime très tranquille. Ouais, bah puis Curtis Blades, s'il n'y avait pas eu ce shoot sans aucun setup, bah, probablement qu'il s'en serait sorti aussi, il s'en sortait bien. Et c'est vrai que ouais, même. On avait après, eu c'est pas une du tout. magnifique tirade aussi de Polydomso hein, sur ce combat-là. Ah bah ça, ouais, Ouais. légendaire. Mais c'est vrai que oui, c'est ça en fait. C'est ça le souci, c'est que il t'endort tellement d'Eric Lewis qu'en fait, au bout d'un moment, toi-même, tu es en mode bon, on y va ou et du coup, tu fais une erreur enfin, c'est très étrange les combats d'Eric Lewis. Il se passe quasiment rien de la part de Derrick jusqu'à ce qu'il se passe un truc et en fait, tu te réveilles à l'hôpital. Enfin, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Mais effectivement, bah, comme tu l'as dit, Guillaume, le truc, c'est que même des light heavyweight, alors c'est sur un style de combat différent, en la personne de Ilir Latifi, oui, il a perdu le combat d'Ilir Latifi, mais en réalité, il l'a gagné, à mon sens.
Donc en fait, il y a énormément de gens qui ont battu Derrick Lewis et qui l'ont battu de façon assez gestionnaire et tranquille. Le souci, c'est effectivement quand tu fais une erreur ou quand Derrick Lewis. En fait, non, c'est vraiment surtout quand tu fais une C'est quand tu erreur, fais quoi. une erreur parce que Derrick Lewis, il met jamais la marche avant. Bah ouais. Et puis quand Peut-être il il y met a la eu ce marche avant. combat. Pardon, ouais. Non, non, bah, j'allais juste te dire, et effectivement, quand il met la marche avant, il fait parfois des trucs qui, en plus, n'ont ni queue ni tête, c'est-à-dire qu'il va lancer des ciseaux sautés, machin, qui n'ont aucun intérêt et qui n'avancent à rien. Donc, en fait, à part quand il fait ces trucs-là, c'est vrai que bah, il n'y a pas grand-chose à craindre. C'est assez horrible. Il n'y a rien à craindre, sauf un truc, mais ce truc-là a terminé tout le monde, en fait. Enfin, c'est chaud, quoi. Ah non, Ouais. c'est. Pardon, je te laisse la parole. Ah oui, Non, mais j'avais. est-ce que tu allais dire un truc, Guillaume? Ouais. Oui, c'était sur ce fameux combat Blagoy-Ivanov-Derrick Lewis, où là, pour le coup, Derrick Lewis a été extrêmement actif, Blagoy-Ivanov aussi. Donc c'était finalement un combat, je vous invite d'ailleurs à tous à regarder ce combat-là, où on voit ce que ça donne quand Derrick Lewis affronte un mec hyper durable, partenaire d'entraînement de Francis Ngannou, Blagoy-Ivanov. C'était monstrueux. Au Madison Square Garden, où là, voilà, en mode brawler, quoi. Les deux étaient au centre de la cage et ça envoyait comme jamais. Donc voilà, on peut avoir aussi un Derrick Lewis qui soit actif de ce côté-là. Mais bon, c'était Non, mais face à alors, Blago Ivanov. Hein. Voilà. ouais. Mais d'ailleurs, moi, de mémoire, j'aurais donné à Ivanov aussi. Oui, complètement. Ouais. Bref, sans pour autant réduire l'effort de Derrick Lewis, on aimerait qu'il soit comme ça plus souvent. Alors, c'est un peu un mystère pour moi, Derrick Lewis, et comme je l'ai dit dans un précédent podcast, je crois que je me suis foiré sur tous les pronos. Quand il y a Derrick Lewis dans l'équation, je me trompe, mais vraiment avec une régularité d'horloge suisse, donc ça fait un peu peur. Et le truc, c'est que évidemment, pour quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la technique comme moi, c'est très frustrant de regarder Derrick Lewis parce que tout ce qu'il fait n'a pas de sens en fait. Mais c'est juste qu'il a une telle physicalité qu'il a besoin d'une opportunité, il la prend. Et même au sol, quand il se relève, quand il fait des trucs, il n'y a pas de technique, quoi. Le mec juste décide de se relever à un moment donné, il se relève. Et c'est aberrant, quoi. D'ailleurs, il y a des compilations sur YouTube de Derrick Lewis qui décide de se lever. Où tu vois, il est sous Tibura, tu vois, qui est en monte. Et il arrive à se lever. Mais tu sais, pas en faisant, la crevette, en prenant une garde, en installant une De La Riva et tout. Non, que dalle, tu vois. Genre vraiment, il se lève, tu vois. Et c'est comme ça. Donc, c'est une force de la part de Derrick Lewis. Et c'est vrai que pour moi, c'est difficile à analyser parce que je n'arrive pas à l'expliquer, tu vois. Mais bon, il le fait et il gagne. Alors, en fait, il gagne quand. C'est étonnant parce que c'est le premier combattant sans cardio qui arrive à battre les mecs qui ont plus de cardio que lui. C'est-à-dire que lui ne leur met pas la pression, ne les fatigue pas particulièrement, mais comme il est toujours là au troisième ou même plus loin vers la fin du combat, et que les adversaires sont en place face à lui, dès que tu es statique en fait, face à Derrick Lewis, tu es mort. Ça, je dois bien lui reconnaître un truc. Quand tu commences à échanger avec lui et que tu es à distance de boxe, c'est vraiment un échange perdant. On se souvient même de Travis Brown, pareil, qui avait connu le même destin. C'est comme ça. Donc, c'est cette force-là. Il saisit les opportunités. Il est dur mentalement, Derrick Lewis, parce qu'il est toujours dans le combat. Il n'y a jamais un moment donné où il fait bon, allez. Là, je sais pas. Quoique, contre JDS, par exemple, il a abandonné. Oui, il a abandonné. Mais parce que, à mon avis, c'est parce qu'il veut pas prendre de KO. Oui, c'est ça. Parce que bon, la mentalité aussi qu'a Derrick Lewis, c'est que c'est quand même un mec. Moi, j'aime bien. Alors, étonnamment, je l'aime pas vraiment dans la cage. J'aime pas trop regarder ses combats. Je ne vous le cacherai pas. Mais en revanche, j'aime bien le suivre à côté parce que c'est vraiment un journeyman, mais dans le sens, il l'assume totalement. Il s'encarre complètement du titre. Il s'en tape. Ce qu'il veut, c'est faire de l'argent et il assume complètement ce rôle on va dire, de combattant employé, quoi. Et c'est marrant à suivre parce qu'il a beaucoup d'humour par rapport à ça et donc c'est assez drôle. Donc étonnamment, à mon avis, il veut se préserver. Donc quand il sent vraiment que le combat est perdu de chez perdu, pareil contre Mark Hunt, il n'était pas KO, tu vois, mais bon, il abandonne. Mais tant que le combat dure et qu'il n'est pas trop sérieusement blessé, notamment contre Volkov, il est toujours présent et il va quand même jusqu'à la dernière seconde chercher à t'allumer, tu vois. Et même contre Curtis Blade, la plupart des poids lourds, ils auraient abandonné avant qu'il retourne le combat en sa faveur. Donc c'est une grande force. Maintenant, il y a des déficits techniques sur lesquels il n'arrive pas en fait à combler en fait le vide par cette force-là, par cette force de puissance et par cette force de chaos et par cette force mentale. Et notamment les adversaires qui ne restent pas en face de lui. Honnêtement, tu vois, tu prends Mark Hunt, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait 2 pas de retrait à chaque fois que Derrick Lewis s'engageait, et ça suffisait pour le mettre hors d'atteinte. Pareil pour Junior Dos Santos. Et franchement, c'est inexcusable de perdre contre Junior Dos Santos ou Mark Hunt à ce niveau-là, tu vois. Parce que c'était les fins de combat, c'était les derniers combats de ces combattants-là, et
c'est pour un mec qui est du top, qui est combien, top 3 maintenant, mondial, Ouais, qui est deuxième. qui est deuxième mondial, t'as pas le droit, tu vois, de perdre ces combats-là. T'as pas le droit. Et ça prouve en fait qu'il a vraiment un style très très incomplet. Donc c'est intéressant. Le combat est intéressant parce qu'il y aura toujours la menace. Sur les 5 rounds, on va pas être tranquille, les amis. On va vraiment être comme ça parce qu'il peut mettre KO de Cyril Gane. Hein. C'est une Ah bah oui. possibilité. Mais après, Cyril Gane, il a tout ce que déteste Derrick Lewis aussi. Des kicks au corps, des déplacements en veux-tu, en voilà. Un jeu du bras avant qui l'empêche de trop s'engager parce que Et Derrick qui Lewis ne c'est surtout s'arrête un pas d'ailleurs contre les déplacements, mon cher Polydomso. et qui ne s'arrête pas, tu vois. Et ça, c'est un truc de ouf. Et l'intelligence aussi de combat qui fait que, à mon avis, il prendra pas de risque. Donc, moi, je vois deux issues à ce combat. Minoritairement, je vois Derrick Lewis nous faire une Derrick Lewis, c'est-à-dire perdre le combat jusqu'à ce qu'il le gagne de manière tonitruante et fracassante. En plus, il sera galvanisé par la foule qui sera là pour lui. Donc ça quand même un gros plus, il faut pas le nier. Ou alors, il se fait schooler, mais pire que Jairzinho Rozenstruik pendant 5 rounds. Voire même arrêter au 4e round parce qu'il y aura eu une accumulation de dégâts et qu'il lâchera l'affaire. Donc voilà mon point de vue sur ce combat en fait. Ouais. Bah, en fait, évidemment, je vous rejoins. Mais moi, en fait, le seul truc qui me fait peur, parce qu'en fait, en soi, je pense que là, tous les experts seront d'accord sur cette analyse, avec cette analyse, en fait, je pense. Parce que je pense qu'il n'y a pas un seul analyste sur la planète qui va être en mode bah oui, je pense que techniquement, Derrick Lewis va nous surprendre face à. C'est pas possible. C'est juste, c'est physiquement impossible. Il n'a pas la technique, en fait. Mais moi, en fait, ce qui me fait peur, c'est même au-delà de tout ça, parce que je me dis, même si Cyril domine Derrick Lewis, ce qui risque de se passer, alors la question c'est effectivement, est-ce qu'à un moment donné, il y a un KO ou pas de la part de Derrick? Mais ma question, c'est surtout en fait de me dire, si ça se passe très bien et que pendant 5 rounds, Cyril fait du Cyril, beaucoup de front kick, parce que je pense qu'il a peut-être plus intérêt à mettre des front kicks que d'essayer de faire des trucs, que d'essayer de faire des kicks circulaires, etc., où il prendrait un peu plus de risques. Là, tranquille, non seulement ça crève Derrick Lewis, en plus il reste à une distance et dans une position où il prend pas de risque, etc., une posture. Mais en fait, ma question, c'est je sais pas si Cyril pourra se faire respecter en termes de puissance de Derrick Lewis, et donc quid de à quoi ça ressemblera après 5 rounds si ça se passe bien, si Cyril a réussi à entre guillemets voler comme un papillon et piquer comme une abeille, mais sans réussir à terminer Derrick Lewis. Parce qu'en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est de me dire, bah, si ça se passe comme ça, je ne sais pas si les fans, en plus ce sera à Houston, donc il y aura, comment dire, les gens qui écouteront ça à la télé ou seront influencés par le fait qu'il y aura peut-être des huées, des trucs comme ça, parce qu'il n'y a pas de KO, parce qu'il n'y a pas de machin. Et moi, ça me fait un peu peur de me dire, j'aimerais pas que Cyril gagne la ceinture sous des huées parce qu'il gère le combat, perso, je veux que ce soit le cas. Hein. Moi, personnellement, je ne veux qu'une chose, c'est que Cyril gagne le titre. Donc, honnêtement, je crois que je m'en fiche. Hein. Donc, personnellement, je veux qu'il gère le combat, si c'est ce qu'ils font. Je le souhaite le plus au monde, parce que ce que je veux voir, c'est Cyril avec cette ceinture, je veux cette image. Mais j'ai peur pour la suite si c'est le cas. J'ai peur qu'un combat qui n'aura pas eu de moment spectaculaire, où Cyril aura géré et l'aura jabé et front-kické à mort sans le finir et sans avoir gagné le respect d'Eric Lewis, j'ai peur de l'image que ça pourra causer pour la suite pour Cyril. Moi, pour le coup, je pense vraiment que Cyril peut le finir. Je pense vraiment qu'il peut le finir sur les, à mon avis, 4e ou 5e round. Parce que ce soit Junior Dos Santos ou Marken, il y avait ses problèmes de dos de Derrick Lewis, mais c'est vrai que contre Junior Dos Santos, à chaque fois que tu veux accélérer contre Derrick Lewis, enfin, sérieusement accélérer contre Derrick Lewis, une fois que tu l'as bien touché, il n'y a plus justement cette volonté de rester dans le combat dont Polydomso parlait. Quand c'est contre Volkov, quand c'est contre les autres gars, où il arrive justement à avoir ses comebacks, il perd le combat, mais il s'est pas pris d'énormes dommages. Quand c'est Marken ou quand c'est Junior Dos Santos, bah là, on voit quand même qu'il y a plusieurs fois où il a été un peu chancelant. Et contre Blago Ivanov aussi, il avait pas été, il a jamais été mi-knockdown, mais il était sonné. Et c'est ce qui a fait qu'on a eu un combat complètement dingue où vraiment c'était n'importe quoi des deux côtés, de la part de Derrick Lewis, parce qu'il s'était fait sonner. Et je pense que contre Cyril, il y aura cette frustration qui va jouer énormément, parce que je pense vraiment qu'il va pas voir le jour, tout simplement. Et en plus, à mon avis, je pense qu'il va vraiment se prendre de sérieux dégâts. Et donc au 4e, 5e, Cyril va avoir l'opportunité de le finir. Et du coup, tu penses le finir debout? Ah bah oui. Ah oui, pardon. Le finir debout. Et je pense aussi, là, pour le coup, il y a une sérieuse carte à jouer au sol, parce que je me souviens aussi du dernier combat. Certes, il n'a pas le pédigré que... Enfin,
Cyril Gane n'a pas le pedigree qu'a Alexei Oleinik au sol, mais je me souviens du dernier combat Alexei Oleinik contre Derrick Lewis. Au sol, c'était quand même très très chaud pour Derrick Lewis, qui avait même échappé à... C'était une clé de bras, c'est ça? Je crois. Il me semble que c'était un triangle, Un triangle, Ou un ouais, triangle, moi, c'était un c'était- triangle. Ouais. Et donc, Mais ça, justement, ça me fait peur, perso. Parce que je D'accord. sais pas, justement, L'uppercut? et c'est pour ça que. Non, Oui, non. le percute. Mais en fait, c'est surtout que par rapport à ce que tu viens de dire, et c'est pour ça que l'exemple que tu choisis, à mon sens, est vraiment intéressant, c'est que Oleinik Il a n'a perdu quand même. alors déjà a Ouais, il a perdu perdu. et il n'a pas, il me semble, été proche véritablement de finir Lewis, il me semble. Ah non, pas du Il avait tout. Non, non, enclenché, non. ouais, voilà, il avait vraiment enclenché au maximum son arm triangle choke. Et pourtant, après, il faut voir aussi que, comment dire, la nuque de Derrick Lewis, c'est une cabine téléphonique. Enfin, c'est compliqué quand même. Donc, mais il n'a jamais été ne serait-ce que proche. Si vous entendez un bruit, c'est ma fenêtre qui couisse, c'est normal. Il n'a jamais été ne serait-ce que proche de réussir à finir Derrick Lewis, alors qu'on sait la puissance qu'il est capable de dégager, le python Alexei Oleinik. Et c'est pour ça que même si Cyril est connu, et il est connu pour avoir un squeeze, une pression qui est énorme, même sans être une ceinture noire de JJB, quand on voit ce qu'il fait à Pessoa, même Bisping, comment dire, pour reprendre ce que disait Fernand, même Bisping a été surpris que la finition passe, parce que théoriquement, c'était pas exact au niveau des positions. Seulement, Cyril a une telle pression avec les bras qu'en gros, il peut finir n'importe qui. Mais si Oleinik, qui est ses limites, c'est son as, de réussir à soumettre des gars comme ça, n'a pas en position fully locked réussi à terminer Lewis, j'ai du mal à voir Cyril réussir aussi quand même. Ouais, Oui, non, pareil. moi je le vois pas Ouais. finir pardon, oui, je vois pas finir Derrick Lewis au sol. C'est juste que je voulais dire que je pense que si Cyril se met à tenter des takedowns, je pense qu'il pourra en plus mettre Derrick Lewis au sol. Ouais. Ah oui. Ouais. Alors après, moi, je trouve que de plus en plus, surtout depuis ses combats contre Latifi, contre Ivanov, c'est peut-être pas la meilleure carte à jouer. En fait, je pense que même debout, parce que comme il se relève et après dans le scrambling, il suffit qu'il essaie. En fait, Ouais. il vit dans ces moments de chaos, en fait, Derrick Lewis, où il peut Ouais. essayer d'installer un gros coup. Je me souviens contre Tibura, c'est comme ça qu'il a eu. Tibura l'a dominé de la tête et des épaules pendant tout le combat. Et à un moment donné, il y a une phase comme ça de scramble et Tibura se relève et il prend pas garde et il se prend un uppercut et c'est terminé, quoi. Donc moi je pense pas que ce serait la meilleure carte à jouer pour Cyril Gane, d'autant que ça va être fatigant d'essayer de le mettre au sol et que encore une fois, face à Volkov, c'était dangereux de rester. Enfin, moi, je pense qu'il y avait des dangers debout et surtout dans la construction, parce que Volkov, il peut agresser sur plusieurs pas, il peut envoyer des kicks et tout. Enfin, il a un jeu qui est complet. Derrick Lewis, honnêtement, si tu commets pas d'erreur et que tu te mets hors de portée à chaque fois qu'il avance vers toi, il y a vraiment très peu de chances qu'il représente une menace pour toi. Le truc, c'est que effectivement, je pense que la plupart des adversaires font cette erreur face à Derrick Lewis, c'est qu'ils se disent ah merde, en fait c'est facile de le toucher, c'est facile de le battre, Ouais. et ils s'exposent et à ce moment-là ils se font toucher. Donc en fait va y avoir en fait une question que va devoir se poser Cyril Gane, c'est est-ce que je gagne en gérant? Moi je pense qu'honnêtement c'est le moins risqué et il Ouais. peut tout à fait le faire et il y a de grandes chances qu'il le fasse quand même, honnêtement. Ou alors est-ce que j'essaie de terminer le travail? Et s'il termine le travail, moi je serais d'avis à ce qu'il utilise un peu plus son passif en boxe taille que d'essayer de le terminer tu vois, sur un échange en boxe où Derrick Lewis peut exploser sur un uppercut ou un truc comme ça. Si je préférais qu'il termine un peu comme il a terminé Junior Dos Santos, avec des coudes et et là je pense qu'il peut le faire parce que moi je me souviens des échanges contre la cage de Mark Hunt qui est plus petit en plus, c'était vraiment n'importe quoi ce combat que Derrick Lewis et qui envoie des énormes coups de coude parce que Derrick Lewis n'est plus là et il n'a pas les armes en fait pour cette distance vraiment de Ouais. clinch. Et ça, en revanche, Cyril Gane, il les a. Donc, moi, je pense que tu cuisines la viande pendant 3-4 rounds et au moment où le steak est bien attendri, là, tu y vas et en clinch et là, il a ses chances. C'est comme ça que je verrai un game plan pour lui. Après, le sol, honnêtement, c'est dangereux parce que il va se relever. Il s'est relevé contre tout le monde. Comme tu l'as dit, il a survécu à Oleinik. Oleinik, c'est quand même un mec qui a passé sa vie à faire ça, quoi, des soumissions. C'est son truc, tu vois. Il a, je sais pas combien, 50 Ouais, non, mais c'est du victoires délire. par soumission, j'en sais rien, j'exagère sûrement, mais c'est délirant. C'est le mec qui passe des Ezekiel Shock, s'il te plaît, tu vois. Genre, le truc, normalement, que passer les ceintures blanches de BJJ, tu le passes plus du tout, ce truc-là, tu vois. Enfin, et donc voilà, donc je pense que ce serait pas la voie forcément à jouer. Je pense qu'il a les armes debout pour déjouer Derrick Lewis. Alors en revanche,
ça va pas plaire, mais de toute façon, les combattants qui ont une approche comme ça, scientifique du combat et qui ont une approche aussi sportive du combat, on en discutait avec Guillaume, mais pas genre je vais te défoncer, je vais te tuer et tout, tu vois. Bah, ils plaisent pas aux masses. Ça inquiète un petit peu parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est un peu un sport catharsis, quoi. Tu le regardes aussi pour exprimer des pulsions que tu peux pas exprimer dans la vie de tous les jours. Tu peux pas casser la gueule à ton voisin parce qu'il te casse les couilles avec l'aspirateur le dimanche matin, bah, tu regardes l'UFC et puis voilà, tu vois, tu évacues tes trucs et tu vois, de voir un mec qui dit bah non, je fais un sport moi et je gagne quoi qu'il arrive, c'est vrai que ça te coupe la chic, tu vois, quelque part. Et ce que j'ai à répondre à ça, c'est que bah, certes, Cyril Gane est comme ça parce que c'est son style, mais je vais vous dire, Derrick Lewis, c'est pareil. Derrick Lewis a juste eu la nature, la pourvue, si tu veux, de certains attributs qui font que c'est marrant pour vous de regarder un gars qui n'est pas forcément le plus ripped possible mettre KO des géants, tu vois. Mais en réalité, dans son attitude, Derrick Lewis, il prend pas le truc vraiment au sérieux non plus. Hein. C'est vraiment un salaryman, Derrick Lewis. Moi, ça m'éclate et ça me fait marrer d'entendre de voir des fans, surtout francophones, qui regardent pas les interviews de Derrick Lewis parce qu'il parle pas anglais, dire ouais, mais lui c'est un guerrier. Enfin, tu parles, s'il te plaît. Il a juste un peu plus de mordant que la plupart des autres journeyman et il est drôle et il a du punch, mais en vrai, c'est vraiment un salaryman, Derrick Lewis. Et je le dis avec tout le respect et toute l'admiration possible à ce niveau-là. Moi, je n'y attache pas un jugement péjoratif à ça, pas du tout. Donc voilà. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour sur cette way too early preview de Derrick Lewis contre Cyril Gane. Lapsus. Oui, lapsus. Non. Ce combat n'arrivera jamais. Enfin, cette revanche n'arrivera jamais. On fera bien évidemment un point bien plus détaillé à l'approche du combat. En tout cas, vous le savez, hein, nous sommes patriotes et pas du tout impartiaux pour ce combat. Big shout-out. Aucunement. Big shout-out à Tsume, sponsor de la sueur. Paf, vous pouvez voir notre Super Broly. Notre Rusty B est en train de préparer un post magnifique avec Saitama. Ah oui. Trop court. Avec Saitama, big shout-out à My Sweet Pea, My Sweet Protein. Moins 45% sur tout My Protein avec le code de la sueur. Moins 10% sur tout Venom avec le code de la sueur. We are out of this. Yeah.